Je me présente, Dr Karim Latach Lemseni, je suis lauréat des EVC de décembre 2021. Je suis praticien associé depuis le mois d'août 2022. Je vais donc vous accompagner pendant cette formation qui va servir surtout pour traiter la plupart des pathologies aussi bien la traumato que la chirurgie orthopédique. Certes, je ne pourrai pas vous garantir la réussite, néanmoins, je vais vous permettre d'avoir les outils nécessaires pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir les EVC. Je vais juste prendre le temps de vous expliquer certains points de cette formation. Les cours seront sous forme de fiches mémo, mais qui seront beaucoup plus détaillés que les fiches mémo que vous allez trouver dans certains bouquins. Je ne vois pas l'utilité de faire un cours magistral, car ce genre de cours, vous pouvez les avoir dans plusieurs bouquins et traités. Il ne faut pas oublier que l'objectif primaire de cette formation, c'est de réussir, et pour réussir, il faut savoir répondre aux questions. Je vais suivre un ordre bien précis dans le traitement des pathologies. On va commencer par le membre supérieur, puis le membre inférieur, et puis le rachis. Je ne ferai que le rachis traumatique. Le rachis dégénératif, je ne le traiterai qu'en fonction de ma disponibilité. Quand je peux vous fournir certains documents à consulter et si vous le désirez. On va commencer aujourd'hui par la traumatologie de l'épaule. On va traiter la disjonction acromio-claviculaire, les fractures de la clavicule, les fractures de la scapula. Je traiterai rapidement la luxation sternoclaviculaire qui est à cheval entre la chirurgie orthopédique et la chirurgie thoracique. Au final, on traitera un thème très important, les fractures de l'humérus proximal, qui est souvent sujet à des questions aussi bien en fondamentales qu'en pratique. Donc, on va commencer par les disjonctions acromio-claviculaires. Un petit rappel anatomique. Pour les stabilisateurs de cette articulation-là, il y a les stabilisateurs passifs et les stabilisateurs actifs. Les stabilisateurs passifs, c'est le ligament acromio-claviculaire, comme son nom l'indique, il joint l'acromion à la clavicule. Le ligament acromio-coracoïdien, ou ce qu'on appelle souvent le LAC, les ligaments coraco-claviculaires, qui sont les deux ligaments les plus importants, qui sont au nombre de deux. Un ligament trapézoïde qui est souvent en dehors et en avant, et un ligament conoïde qui a une position postérieure. Concernant les stabilisateurs actifs, il s'agit de la chape deltotrapézoïdienne. J'ai joint quelques schémas anatomiques afin de pouvoir se remémorer ces éléments anatomiques. Donc, un petit rappel radioclinique. Il faut savoir que la distance coraco-claviculaire est de l'ordre de 1 cm. Des études cadavériques ont été réalisées qui ont permis de tirer quelques conclusions. Notamment, la résection du ligament acromio-claviculaire augmente cette distance de 50%. Celle du ligament acromio-claviculaire auquel on associe une résection du ligament trapézoïde augmente cette distance de 100%. Et une résection des deux ligaments coracoclaves et du ligament acromioclaviculaire augmente la distance de 300%. En fait, ces constatations vont nous permettre par la suite de comprendre ce qui se passe pour chaque lésion et avoir une réflexion thérapeutique par la suite. Un petit rappel biomécanique, c'est l'épaule qui chute en bas et en avant, et non la clavicule qui remonte. Euh, donc, euh, Cette constatation nous permet donc d'avoir d'oublier le réflexe de faire descendre la clavicule pour réduire la disjonction claviculaire, où on va encore certaines pratiques qui mettent un strapping pour essayer de descendre la clavicule, mais plutôt essayer de remonter le coude par un moyen très très simple, une écharpe ou un coup de corps qui va permettre de rapprocher donc la coracoïde de la clavicule.
Donc, le mécanisme lésionnel, c'est une lésion qui est spécifique du sujet sportif. On la voit aussi lors d'accidents domestiques, mais c'est surtout donc les traumatismes à haute cinétique, au rugby, au cyclisme, suite à une chute de vélo. Le traumatisme est souvent en direct. Le point d'impact est supraacromial et il existe une cascade lésionnelle. Donc, c'est l'articulation acromioclaviculaire qui est touchée en premier, puis il y a une rupture des ligaments coracoclaviculaires, puis il y a une lésion de l'aponévrose du trapèze. Cliniquement, donc, il y a toujours une déformation visible. On remarque la chute du moignon de l'épaule. Deux signes cliniques qui sont très très importants à chaque examen, c'est la recherche de touches de piano synonymes donc d'une mobilité verticale et aussi dans la mobilité antéro-postérieure qui donne l'aspect en aileron de requin lors de la flexion active du bras, qui est synonyme d'une luxation postérieure de la clavicule, comme vous le voyez sur les deux images. Deux tests dynamiques à réaliser. Donc, le test de réductibilité, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en remontant le coude vers le haut, et rechercher systématiquement la luxation postérieure de la clavicule en mettant en flexion active le bras. Après, ces tests de dynamique sont des fois difficiles et surtout limités par la douleur, donc il faut prendre le temps afin d'examiner le patient. Il faut aussi rechercher certaines lésions associées, notamment une lésion de la coiffe, une instabilité gléno-humérale antéro-inférieure par laxité du ligament gléno-huméral inférieur. Il y a le test de Gagé, où une hyperadduction qui dépasse les 105 degrés est synonyme donc d'une lésion à ce niveau-là. Il y a aussi l'élongation du plexus brachial, la fracture du quart externe de la clavicule et des fois des lésions du rachis cervical. Radiologiquement, donc le bilan comporte une radiographie acromioclaviculaire de face, une radio de face comparative des deux clavicules, donc qui va servir à mesurer la distance acromioclaviculaire de façon comparative. Euh, Deux examens radiologiques très importants, la radiographie en profil axillaire comme vous le voyez. En abduction, elle permet de démasquer la luxation postérieure de la clavicule. Vous voyez bien sur le premier cliché, vous voyez bien ici sur le premier cliché à la clavicule qui passe derrière. Et le profil axillaire en flexion, ce qu'on appelle l'incidence de l'assiette, celle-ci est plus compliquée à faire. Elle dépend aussi de, de l'opérateur et surtout du niveau de douleur du patient qui permet de voir la majoration du déplacement. Vous voyez de façon comparative entre les deux. Il y a la clavicule qui est de plus en plus postérieure en flexion. En cas d'incapacité de réaliser le profil axillaire, une TDM en 3D, en vue supérieure, permet de voir aussi cette luxation postérieure. Pourquoi je parle de cette luxation postérieure? En fait, c'est la limite entre le stade 3 et le stade 4 et 5 et 6. Et en fait, elle permet de poser la bonne indication qu'on verra tout à l'heure. Un arthroscanner est deux fois nécessaire en cas de lésion associée. Euh, donc, la classification la plus utilisée pour les disjonctions acromioclaviculaires est donc la classification de Rokut. Je pense que vous la connaissez. Un stade 1 où il y a une simple entorse des ligaments acromioclaviculaires. Le stade 2 où il y a une rupture du ligament acromioclaviculaire de la capsule et du ménisque. Les ligaments coracoclaves sont intacts et le déplacement vertical de la clavicule par rapport à la coracoïde est de moins de 50%. Le stade 3, où on voit la rupture des ligaments acromioclaves et des deux ligaments coracoclaves, et ici le déplacement vertical de la clavicule est entre 50 et 100%.
Le stade 4, donc, est pareil que le stade 3, mais il se démarque par la luxation postérieure de la clavicule, l'élément clinique et radiologique sur lequel donc, le traitement chirurgical sera posé. Celle-ci passe en général soit dans, soit à travers le muscle trapèze. Le stade 5, donc c'est un stade 4, mais avec un déplacement beaucoup plus important de la clavicule qui est senti sous la peau. Le déplacement vertical de la clavicule, la luxation postérieure est aussi constante et on a souvent un détachement de la chape deltotrapézoïdienne de la clavicule distale, comme vous le voyez ici sur ce schéma-là. Le stade 6 est très rare, voire inexistant. Reste anecdotique, où la clavicule est vraiment sous la peau et la luxation, et on voit la luxation de la clavicule qui passe sous la coracoïde. Ah, vous m'excusez, juste une petite erreur en fait. C'est une luxation de la clavicule, c'est la luxation de la clavicule sous la coracoïde. Alors, pour le traitement, donc pour le stade 1, stade 2, le traitement est en général fonctionnel par une immobilisation de pas entre 3 et 6 semaines. En cas d'échec du traitement, c'est-à-dire des douleurs persistantes sur l'acromio-claviculaire, une arthroplastie du quart distal de la clavicule peut être pour le stade 3, l'indication reste controversée entre traitement orthopédique et traitement chirurgical, plutôt entre traitement fonctionnel et traitement chirurgical. Euh, les papiers récents montrent l'absence de différence significative entre les deux traitements. Donc, pour ce stade-là, il faut aller au cas par cas, notamment privilégier un traitement chirurgical chez un sujet sportif de haut niveau afin d'accélérer donc, la reprise sportive. Pour un sujet sédentaire ou qui fait du sport de loisir, on privilégie plutôt un traitement fonctionnel. Pour les stades 4, le traitement est chirurgical. Donc, pour le traitement chirurgical en phase aiguë, c'est un traitement sous arthroscopie. Il consiste à une réparation des ligaments coraco-claviculaires, donc une réduction puis une fixation coraco-claviculaire par de double bouton. Là, vous voyez que la distance plutôt coraco-claviculaire a été réduite et vous voyez les deux boutons qui maintiennent cette distance jusqu'à cicatrisation des ligaments coraco-claviculaires. En général, la phase aiguë hum, peut aller jusqu'à 21 jours. Ce délai-là à respecter pour la réparation. Pour la disjonction acromio-claviculaire chronique, donc au-delà de 21 jours, donc c'est plutôt la technique de Weaver Danshina. Au départ, c'était une chirurgie à ciel ouvert, puis la technique a été modifiée récemment par Boileau. Sous arthroscopie, on procède à la reconstruction des ligaments coraco-claviculaires, donc on transfère le ligament coraco-acromial avec donc son insertion osseuse acromiale dans l'extrémité distale de la clavicule avec une fixation comme tout à l'heure par double bouton. Vous voyez là, donc il a procédé à le transfert du ligament coraco-acromial avec donc une passive osseuse aux dépens de l'acromion. Il a fait un transfert donc sur la face inférieure de la clavicule. Ceci est maintenu par un double bouton. S'il vous plaît, pour les réponses, essayez je vais ouvrir une petite parenthèse pour les réponses. Essayez de procéder comme je le fais. Par exemple,
si par exemple une question se pose sur les traitements de la disjonction acromio-claviculaire, le traitement chirurgical de la disjonction acromio-claviculaire aiguë, donc la réponse, ça sera un traitement arthroscopique et il faut mettre les mots-clés, c'est-à-dire réparation des ligaments coraco-claviculaires, deux points, une réduction plus une fixation coraco-claviculaire par double bouton. Donc ça, quand vous mettez une réponse pareille, ben, vous aurez normalement la note complète. Une petite remarque donc, pour le stade 5. Le stade 5 est très pourvoyeur de déplacements secondaires, d'ostéolyse et de défaut de réduction. On privilégie chez certaines équipes un transfert du ligament coraco-acromial et du tendon conjoint. Donc voilà, c'est tout pour la disjonction acromio-claviculaire. Donc, passer aux fractures de la clavicule. Concernant les fractures de la clavicule, un petit rappel anatomique. On peut citer trois segments à la clavicule. Donc, il y a un nerf proximal, ou ce qu'on appelle le segment sternal, qui est concerné par seulement 5% des fractures. Le tiers moyen ou le corps de la clavicule, qui est le plus concerné par les fractures dans environ 80% des cas, et le tiers distal ou le tiers acromial, euh, qui est concerné par 15% des fractures. Donc, je vais vous citer deux classifications pour les fractures de la clavicule. La moins importante, c'est la classification d'Ellenberg. Celle-ci, en fait, traite les fractures en fonction de leur utilisation, comme je vous l'ai dit, tiers proximal, tiers moyen et tiers distal. À mon sens, c'est la classification la moins importante pour moi. Elle peut être posée comme question pendant l'épreuve euh, de, de sciences fondamentales. Donc, on distingue les fractures extra-articulaires qui concernent le segment sternal. Il y a deux types, les fractures extra- et intra-articulaires. Euh, en fait, la fracture et cette classification est basée sur la localisation de la fracture, le caractère déplacé et non déplacé de chaque type de fracture. Donc, par exemple, pour le type 1, pour les fractures du tiers sternal, on voit que le type 1A, c'est des fractures non déplacées. Euh, Plutôt, vous m'excusez. En fait, comme je vous l'ai expliqué, cette classification sépare les fractures déplacées et les fractures non déplacées de chaque segment de la clavicule. Donc le type 1A, c'est des fractures non déplacées. Le 1B, c'est des fractures déplacées. Et pour chaque type, il y a deux sous-types, soit des fractures extra-articulaires comme le type 1A et un type intra-articulaire, le 1A2. Donc pour le type D, c'est pareil, il y a des fractures extra-intra-articulaires. Ceci concerne les fractures du segment sternal et du segment acromial. Concernant les fractures du tiers moyen ou du corps, donc comme c'est une zone extra-articulaire, on sépare les fractures en corticales alignées et fractures déplacées. Donc les corticales alignées, on peut voir les corticales non alignées, non déplacées et les déplacements angulaires. Concernant les fractures déplacées de type 2B, il y a le type 2B1 où c'est des fractures communitives simples ou fragmentaires et le type 2B2, c'est des fractures communitives segmentaires ou isolées. Bon, après, cette classification n'est pas la plus importante. Celle qui est la plus utilisée est celle de la classification de Nier. Parce que elle traite les fractures de l'extrémité acromiale et en général, c'est ce genre de fracture qui nécessite souvent un traitement chirurgical. Donc, le type 1 de NIR, c'est une fracture en dehors des ligaments coraco-claviculaires.
c'est en général des fractures stables, donc qui répondent bien au traitement orthopédique par immobilisation de 3 semaines. Le type 2, c'est des fractures en regard des ligaments coracoqueens. Elles sont très instables et c'est des urgences chirurgicales à cause du risque d'oxydarthrose. On distingue de ce type les fractures type 2A, c'est des fractures en dedans des ligaments coraco-claviculaires où les ligaments restent intacts. L'équivalent de ce genre de fracture est la fracture de l'atargée qui s'agit d'une avulsion d'un fragment inférieur de la clavicule qui correspond à l'insertion des ligaments coracoclaves. Donc, en la fracture de la targée, certes, les ligaments restent intacts, mais des inserts leur attache proximale sur la clavicule, emportant ainsi un fragment osseux qui est responsable aussi de l'instabilité de cette fracture. Le type de B, c'est une fracture qui passe par les ligaments responsables d'une rupture totale ou partielle des ligaments. Le type 3, c'est des lésions articulaires transacromioclaviculaires. La prise en charge est une chirurgie différée qui consiste donc à une résection arthroplastique du quart acromial de la clavicule, comme on avait déjà vu sur les disjonctions acromioclaviculaires stade 1, stade 2. Qui reste algique après un délai de 3 à 6 semaines d'immobilisation. Pour les traitements, le premier traitement, c'est un traitement orthopédique, soit par un anneau claviculaire, soit par un coup de corps. La durée est de 21 jours. Les résultats sont identiques pour les deux modes thérapeutiques, mais les études récentes montrent que le coup de corps est mieux toléré, surtout pendant la première semaine. Ce traitement est le mieux adapté pour les fractures de col. Il ne faut pas négliger les complications du traitement orthopédique, notamment l'arthrose qui est surtout lié à l'âge avancé du patient, le tabagisme et au sexe féminin, et surtout le calvitieux. Concernant le traitement chirurgical, les indications sont les fractures compliquées, soit par ouverture cutanée, soit par complications neurovasculaires. Les fractures du col déplacé, du corps, pardon, déplacé, le déplacement de 15 mm chez la femme et de 20 mm chez l'homme, un raccourcissement de plus de 20 mm, les communications importantes, l'absence de contact interfragmentaire et les fractures de type 2 de Nier et la fracture de la target. Je vais aussi citer comme indication chirurgicale un manque d'impaction du moignon de l'épaule ou ce qu'on appelle couramment le syndrome homoclédo-thoracique. Il associe une fracture de la scapula, une fracture de la clavicule et une fracture des côtes. Il faut aussi ne pas oublier aussi l'épaule flottante, qui reste aussi une indication chirurgicale qui associe une fracture de la scapula, une fracture de la clavicule et une disjonction acromio-claviculaire. En se basant sur la classification de NIR, pour le NIR 1, le traitement est orthopédique, un coup de corps pendant 21 jours. Pour le NIR 2A, une ostéosynthèse par plaque à ciel ouvert. Pour le NIR 2B, ça sera plutôt un traitement similaire à une disjonction myoclaviculaire, donc une stabilisation coraco-claviculaire par double bouton. Comme je vous l'avais déjà annoncé, pour le NIR 3, le traitement orthopédique, dans un premier temps, c'est une résection arthroplastique du corps latéral de la clavicule à distance en cas de complications.
Nous allons donc passer pour la suite au traitement des fractures de la scapula. Fractures de la scapula, il s'agit de fractures rares, souvent associées à des traumatismes à haute énergie. Elles s'associent souvent à des fractures de la clavicule et des traumatismes thoraciques. Le plus souvent, le traitement est fonctionnel dans 90% des cas. Donc, un petit rappel anatomique, je vais juste vous rappeler une notion, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, le GPA ou le Glenopolar Angle, et c'est l'angle glénopolaire, donc cet angle-là, joint deux droites, une qui, qui joint le point le plus crânien, le point le plus collal de la glène, et une autre droite, donc qui joint le point le plus crânien au point le plus distal de la scapula. Celle-ci est estimée à 30 jusqu'à 45 degrés et permet d'apprécier les troubles rotatoires et la médialisation de la glène. Je vais aussi vous rappeler le type de fracture. Donc, il y a les fractures du corps qui seront en bleu, les fractures du col, où il faut différencier les fractures du col anatomique et du col chirurgical, les fractures de courant, les fractures de l'épine, les fractures de la veine et les fractures de la coracoïde. Euh, il faut rappeler que les fractures les plus fréquentes concernent essentiellement les fractures du corps dans 37% des cas et les fractures du col dans 25% des cas. Il ne faut pas retenir les pourcentages, c'est juste pour vous dire que ces deux fractures-là, à elles seules, dépassent la moitié des fractures. Donc, on va commencer par les fractures du corps, c'est des fractures extra-articulaires. Il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que le traitement est essentiellement fonctionnel. Une écharpe antalgique pendant 15 jours, un traitement antalgique, une rééducation précoce. Euh, pour les fractures du corps, deux indications chirurgicales sont aussi à retenir. Donc, on a dit que le traitement est essentiellement fonctionnel, mais quand il y a une fracture qui gêne le glissement de l'articulation sternoclaviculaire, surtout quand il y a un déplacement ventral de la clavicule, ou s'il y a un accrochage douloureux de la scapula contre le grille costal, ceci peut être une indication chirurgicale. Il y a aussi les fractures du pilier. Je vous ai mis un petit schéma pour vous rappeler le pilier de la scapula, où il y a un risque d'extension du trait de fracture vers la gaine. On est assez souvent chirurgical sur ce genre de fracture. Un petit rappel de la chirurgie assez ouverte pour ce genre de fracture. Il s'agit de la voie postérieure de Judée qui permet un accès direct au corps de la scapula et permet une ostéosynthèse en général par plaque ou vis, en général par plaque sur le corps. Concernant les fractures du col, faut différencier les fractures du col anatomique et les fractures du col chirurgical. Les fractures du col anatomique sont plutôt latérales à la coracoïde. Donc là, vous voyez la coracoïde. Là, c'est les fractures du col anatomique où il y a le nombre 2. Les fractures du col chirurgical aussi, il y a aussi, oui, qui sont annotées par le chiffre 3 sur le schéma. Elles sont plutôt médiales à la coracoïde et très instables. Donc, le traitement fonctionnel, comme vous l'avez déjà dit, est le traitement fonctionnel le plus souvent la règle. Le traitement chirurgical reste pour quelques indications, notamment un déplacement très important et c'est le même traitement
que pour les fractures du col, notamment une fois d'abord postérieure de Judée, et le plus souvent une ostéosynthèse par plaque qui permet de stabiliser ce genre de fracture. On va passer vite aux fractures de l'acromion de l'épine. Pas grand-chose à dire. Comme pour les autres fractures, le traitement est le plus souvent fonctionnel. Le traitement chirurgical est donc réservé au déplacement secondaire par voie postéro-supérieure. Donc là, on passe par voie postéro-supérieure pour exposer l'acromion et cette voie peut s'étendre en arrière pour exposer l'épine. Une réduction et puis stabilisation par un brochage au banal, lissage au banal, en fonction de la préférence et du type de fracture. On passe aux fractures de la coracoïde. Pour ce genre de fracture, il faut retenir la classification DERP qui classe les fractures en cinq types. Le type 1, c'est la fracture de la pointe, comme vous le voyez sur les différents schémas. Le type 2, c'est la fracture du genou ou fracture à trait horizontale, donc c'est type 2. Le type 3, c'est plutôt la fracture de la base ou fracture verticale. Le type 4, c'est une fracture qui emporte la partie supérieure du corps de la scapula. Et le type 5, une fracture qui s'étend à la glène. Pour les indications thérapeutiques, type 1, 2 et 3. Donc 1, 2 et 3. Donc, c'est des fractures qui ne touchent ni le corps ni la glène. En général, c'est un traitement fonctionnel comme pour les autres fractures, type 4 et 5. Le traitement chirurgical est indiqué à chaque fois qu'il y a un déplacement secondaire. Donc, en général, un simple vissage permet de stabiliser ce genre de fracture. On passe aux fractures de la glène. Donc, la classification la plus utilisée, c'est la classification d'Heidelberg, qui classe cette fracture en cinq types. Le type 1, c'est la fracture du rebord glénoïdien. Ben, c'est l'équivalent des lésions de passage lors des luxations gléno-murales antérieures ou postérieures. Ou le type 1, c'est une fracture du rebord antérieur. Le type B, euh, c'est une fracture du rebord postérieur. Pour le type 2, il s'agit d'une fracture postéro-inférieure, donc qui s'étend au bord latéral de la scapula. Le type 3, c'est une fracture plutôt antéro-supérieure qui s'étend à la base de la coracoïde. C'est plus ou moins l'équivalent, comme tout à l'heure, c'est plus ou moins l'équivalent du type 4 de la classification, plutôt le type 5 de la classification d'Herbe. Le type 4, c'est une fracture transversale qui s'étend au bord médial de la scapula. Le type 5, en fait, c'est une association lésionnelle. Le sous-type A, c'est une association du type 2 et du type 3. En fait, c'est une lésion en posterieur inférieur qui s'étend au bord de latéral de la scapula, auquel s'associe une fracture antéro-supérieure qui passe à la coracoïde. Le type 3, le sous-type B, c'est une association entre le type 3 et le type 4, donc fracture antéro-supérieure qui s'étend à la base de la coracoïde et une fracture transversale qui s'étend au bord médial de la scapula. Et le type C, c'est une association entre le type 1, 2 et 3. Concernant le type 6, c'est une fracture communitive de la glène. Donc, les indications du traitement chirurgical de la glène. Donc, le traitement se fait de plus en plus souvent sous arthroscopie, surtout sur les lésions des robots intérieurs ou l'équivalent de Bonnie Bancart. Donc, une marche d'escalier articulaire qui dépasse les 5 millimètres, un angle glénopolaire de moins de 20 degrés, une médialisation ou un déplacement de la glène de plus de 2 cm et une épaule flottante.
où l'ostéosynthèse concerne la clavicule, la réduction et la stabilisation de l'acromioclaviculaire et de la gaine en cas de déplacement. On va s'attaquer rapidement aux luxations sternoclaviculaires. Donc un petit rappel anatomique, il s'agit d'une double arthrodie où les deux surfaces articulaires sont planes. Il y a un ménisque sternoclaviculaire. Les principaux ligaments qui stabilisent cette articulation, le deux ligaments sternoclaves antérieurs et postérieurs, le ligament interclaviculaire supérieur, qui est le principal stabilisateur de cette articulation, et le ligament costo-claviculaire inférieur, qui joint le bord inférieur de la clavicule au bord supérieur de la première côte. Un petit rappel anatomique, il faut tenir compte dans les lésions de l'articulation sternoclaviculaire des rapports anatomiques dangereux qui sont non protégés. Comme vous voyez ici, il y a la trachée, il y a les vaisseaux du cou, et surtout lors des luxations postérieures où la bascule en arrière de la clavicule risque de comprimer ces organes. Pour la luxation antérieure, il s'agit donc d'une lésion où on voit une saillie antérieure qui se voit le plus souvent cliniquement, comme sur cette image. La luxation antérieure est souvent récidivante. Elle donne des séquelles majeures et elle s'associe euh, parfois avec une disjonction acromioclaviculaire postérieure donnant une luxation bipolaire. Les luxations postérieures, donc on voit assez souvent un œdème de la racine, du coup par compression vasculaire, et souvent des complications médiastinales, aussi bien respiratoires par compression de la trachée ou vasculaires par lésion de l'artère et ou de la veine sous-clavière. Elles sont souvent létales, avec un haut risque de décès, et les séquelles sont souvent majeures. Pour le bilan radiologique de base, il faut demander une radiographie de thorax de face. Là, on voit donc la luxation de l'articulation cérébro-claviculaire, mais la radiographie de face ne nous permet pas de voir le sens de déplacement de celle-ci. Donc, c'est le scanner en deux dimensions ou au mieux un scanner 3D qui va nous permettre donc de confirmer le diagnostic. On voit ici une luxation postérieure sur la coupe axiale et sur une reconstruction 3D qui nous permet de mieux voir celle-ci. Un scan est souvent nécessaire en cas de luxation postérieure afin d'évaluer l'état des vaisseaux du cou. Pour le traitement, les luxations antérieures, la réduction est souvent possible par manœuvre externe. Pour la stabilisation, il ne faut jamais mettre de broche percutanée parce que ces broches peuvent migrer ou être mal positionnées et donc peuvent être responsables de complications médiastinales, notamment un pneumothorax, une perforation d'un organe creux. Le traitement se fait souvent par reconstruction sternoclaviculaire par allo-autogreffe au semi-pendineux et il existe toujours un risque d'instabilité antérieure même après traitement chirurgical. Donc, concernant la luxation postérieure, la réduction est souvent difficile par manœuvre externe. Il y a un risque d'échec de plus de 50%. La réduction se fait souvent à feuille ouverte et la stabilisation se fait par plaque sternoclaviculaire. Ça sera tout pour cette pathologie. On va s'attaquer à la partie la plus importante de cette formation, euh, qui concerne les fractures de l'humérus proximal, qui est souvent sujet à des questions aussi bien dans l'épreuve de sciences fondamentales qu'en pratique. Euh, les fractures, donc une petite introduction, donc les fractures
de l'humérus proximal, c'est la troisième fracture liée à l'ostéoporose du squelette. Chez les patients de plus de 55 ans, pas un petit rappel, les fractures les plus fréquentes, donc c'est les fractures du radius distal, suivies par les fractures du fémur proximal, et puis les fractures de l'humérus proximal. Il faut noter que les fractures des vertèbres dorsaux-lombaires sont les fractures les plus fréquentes, toutes localisations confondues. Euh, dans ce genre de fracture, il y a intérêt de l'évaluation opératoire afin de poser la bonne indication. Il y a trois paramètres à prendre en considération. Le patient lui-même, en termes d'âge, de qualité osseuse et de comorbidité, l'état de son épaule, surtout, il faut chercher les lésions vasculo-nerveuses et le type de fracture. Donc, un petit rappel anatomique, donc la vascularisation de l'épiphyse humérale est de type terminal. Elle est aux dépend de trois artères, la circonflexe antérieure qui est la plus importante. Il y a l'artère antérolatérale ascendante qui est une branche de la circonflexe antérieure et à moindre degré la circonflexe postérieure. Pourquoi je vous parle de ça? Il y a un risque vasculaire assez important et qui dit risque vasculaire dit ostéonécrose aseptique. Donc ce risque est lié à la fracture, notamment au déplacement, au nombre de fragments où il faut dire que il faut tenir compte retenir qu'une fracture à quatre fragments est beaucoup plus pourvoyeuse d'atteinte vasculaire et donc d'ostéonécrose, comme vous le voyez sur ce schéma-là. Donc, une fracture à trois fragments où le trait de fracture passe à distance de la circonflexe antérieure et donc il y a un risque moindre de nécrose ou une fracture à quatre parts où le trait de fracture il traverse et interrompt la circonflexe antérieure et là le risque est majeur d'ostéonécrose. Donc, je vais aussi vous parler des facteurs de bon pronostic, c'est-à-dire les fractures, les facteurs qui nous prédisent le risque de nécrose aseptique. Donc, il y a l'éperon métaphysaire solidaire à la tête. Celui-ci doit être supérieur à 8 mm et surtout l'intégrité de la charnière médiale ou le calcaire. C'est deux paramètres dont il faut tenir compte dans l'évaluation du pronostic de ce genre de fracture. On peut donc dégager les fractures de bon pronostic. En général, c'est les fractures à 2 et à 3 fragments. Les fractures à 4 fragments impactés en valgus, les fractures céphalo-métaphysaires et les fractures où la charnière médiale est respectée ou les fractures dans métaphysaire qui est solidaire à l'épiphyse et de plus de 8 mm. Je vais aussi vous rappeler les impératifs de la réduction. Donc, il faut que la hauteur du tubercule mineur, plutôt le tubercule majeur par rapport à la tête, donc il faut qu'il y ait au moins 8 mm d'auteur avec un tubercule majeur qui est plus bas que le niveau de la tête. Il faut aussi respecter un déport latéral du tubercule majeur par rapport à la tête de 18 mm et il faut aussi respecter une rétroversion humérale. Donc, sur le plan clinique, il faut donc tenir compte de l'âge du patient, du degré d'autonomie de celui-ci. Donc, l'examen clinique permet rarement de mettre en évidence une déformation. Sur le plan cutané, c'est des fractures rarement ouvertes. On voit assez souvent donc une ecchymose brachio-thoracique comme le montre ici l'image. Euh, L'élément le plus important à signaler, c'est l'examen neurovasculaire et notamment le nerf axillaire. Je vous rappelle qu'une sensibilité du moignon de l'épaule ne permet pas d'écarter la possibilité d'une lésion
du nerf axillaire, tout simplement car la branche motrice est postérieure. Donc, il faut toujours essayer de tester la motricité du deltoïde pour éliminer toutes lésions. On voit rarement des lésions, d'autres lésions neurovasculaires, plutôt nerveuses, euh, sauf quelques lésions du nerf suprascapulaire. Le bilan radiologique de base comporte une radiographie de face et de profil et surtout un scanner. Quoi? Pas tout simplement car une fracture du col peut s'associer à des lésions du tubercule majeur ou mineur qui sont des fois difficiles à avoir sur un examen radiologique standard. Le scanner permet aussi de préciser le nombre de fragments, chose qui est des fois compliquée sur une radiographie standard, surtout quand il y a une importante comminution. Donc, elle permet d'évaluer le déplacement postérieur en cas de fracture isolée du tubercule majeur. Elle permet aussi de chercher un déplacement médial en cas de fracture isolée du tubercule majeur et des fois mettre en évidence des fractures de type split de la tête. En fait, split, c'est séparation. Comme vous le voyez ici sur l'image, en fait, une séparation de l'épiphyse proximale en deux. Donc, pour parler des classifications, il y en a deux. Je vous conseille d'apprendre les deux. On ne sait jamais, des fois, ils demandent les deux classifications les plus utilisées pour une fracture, comme c'était le cas pour les fractures du plateau tibial, où ils demandaient les deux classifications les plus fréquentes. Euh, donc voilà. Je vais vous parler au départ de la classification la française du parc Hutten. Donc, il classifie les fractures en trois types. Donc, les fractures extra-articulaires qui concernent les fractures du col chirurgical, les fractures isolées du tubercule majeur ou du tubercule mineur et les fractures du col chirurgical associées à la fracture d'un des deux tubercules. On passe ensuite, aux fractures articulaires, on fait ils sont groupés en deux types, les fractures céphaliques ou les fractures du col anatomique, et les fractures céphalotubérositaires, donc c'est les fractures à quatre fragments où on peut distinguer les fractures céphalotubérositaires de type 1, qui sont les fractures non déplacées, les fractures céphalotubérositaires de type 2, qui sont les fractures engrenées en valgus. On voit là un déplacement en valgus de la fracture. Les céphalotubérositaires type 3, c'est les fractures non engrainées ou non impactées, c'est pareil. Et les CT4, c'est les fractures articulaires luxées engrainées ou non engrainées, comme dans ce schéma-là. Et on distingue en dernier les fractures céphalométaphysales. En fait, c'est les fractures qui sont issues des encoches lors des luxations gléno-humérales, comme vous le voyez ici, comme si c'était une lésion de passage. La deuxième classification, comme vous le connaissez, c'est la classification de Neer, où on distingue quatre types. Le Neer 1, c'est des fractures non déplacées, quel que soit le nombre de fragments. En fait, on ne tient pas compte du nombre de fragments. Donc, la classification de Neer pour le type 1, c'est toute fracture non déplacée. Les fractures Neer 2, c'est les fractures à deux fragments. Les fractures Neer 3, c'est à trois fragments. Et les NIR4, c'est les fractures à quatre fragments, c'est l'équivalent des fractures céphalotubérositaires de la classification du parc. Donc, une petite remarque pour la classification de NIR, il faut à chaque fois préciser la présence ou l'absence de luxation et ou de déplacement tactique pour le 2, le 3 et le 4. Et il faut aussi ne pas oublier les fractures articulaires.
les fractures split, comme je vous les avais montrées tout à l'heure, ou les impressions fractures, c'est l'équivalent des encoches sur la classification du parc. On va introduire les critères de déplacement de NIR, comme bon, on a parlé des fractures déplacées et non déplacées, mais on n'a pas cité les critères de déplacement. C'est tout déplacement angulaire de plus de 45 degrés et linéaire de 1 cm. En fait, les 20 degrés, c'est une modification récente des critères mais qui n'a pas encore été adopté. Donc, on va rester sur les 45 degrés. Donc, pour les critères de déplacement, donc, on a un déplacement angulaire de 45 degrés et pour linéaire de 1 cm. Et là, je vous ai montré, je vous ai mis les différents types de la classification de NIRA. Donc, pour le traitement, on va parler des traitements orthopédiques, chirurgical conservateur et chirurgical arthroplastique. Donc, le traitement orthopédique consiste à une immobilisation en rotation neutre. J'insiste bien sur rotation neutre, comme l'indique cette image. Pourquoi? Parce que la diaphyse, dans ce genre de fracture, bascule en adduction et en rotation médiale, et la rotation neutre, voire légère rotation latérale, permet donc de corriger ce déplacement de la diaphyse et donc euh, avoir une réduction satisfaisante. Ben, vous voyez bien sur ces radios-là, là on est sur une fracture euh, du col chirurgical. Vous voyez bien le déplacement de la diaphyse. Une mise en rotation neutre nous a permis de réduire la fracture et rester sur un traitement orthopédique. En ce qui concerne la durée du traitement, elle varie jusqu'à 45 jours en fonction de l'observance du patient. On sera plus tenté de commencer donc une rééducation précoce et donc une rééducation précoce pour prévenir les raideurs chez les patients bien observants. Par contre, pour les patients qui sont très très mal observants, l'idéal, c'est de maintenir cette immobilisation pendant 45 jours afin d'éviter les mauvaises surprises. Un contrôle radiologique sera fait de préférence entre le 7e et 10e jour, un second à 2 semaines et le troisième à 3 semaines, afin de guider le moins de déplacements secondaires. Donc, le traitement orthopédique, il est essentiellement destiné aux fractures non déplacées ou en cas de déplacement mineur chez les sujets âgés, ostéoporotiques ou en cas de comorbidité très très importante. Alors, on va parler aussi des traitements chirurgicaux, mais on va commencer par le traitement chirurgical conservateur. Donc, les moyens les plus souvent utilisés, c'est l'emploi centromédulaire et l'ostéosynthèse à ciel ouvert par plaque. C'est les moyens les plus utilisés en France. On peut aussi parler des lissages et des ostéosutures en cas de fracture isolée des tubercules. Concernant l'embrochage centromédulaire élastique, stable, type Capangé ou Aketal, ça reste anecdotique et n'ont aucun intérêt et devant la tenue mécanique très précaire de ce genre de stabilisation. Donc, euh, euh, pour l'emploi centromédulaire, donc, il a des avantages comme des inconvénients. Les principaux avantages, c'est le respect des parties molles et de l'hématome fractural, qui permet d'augmenter les chances de consolidation et il permet aussi une mobilisation très très précoce. Les deux inconvénients que je peux vous citer, c'est les lésions de la coiffe au point d'entrée. Là, on voit sur ce clou-là, c'est un clou béquillé, donc le point d'entrée est très très proche des tubercules et là où il y a le risque de importante lésion de la coiffe, surtout quand il s'agit d'un sujet jeune. Euh,
on préfère et on voit de plus en plus de clous droits où le point d'entrée se fait le plus souvent en région plus médiane par rapport au footprint et donc ça permet de préserver l'état de la coiffe. Le second inconvénient, c'est le défaut de réduction, surtout c'est sur des fractures CT3 ou CT4 où il y a un déplacement très important des tuberosités, où c'est un peu difficile de réduire seulement à ciel ouvert. On sera amené à réaliser un abord pour réduire correctement les tubérosités, donc perdre un des avantages de l'ostéosynthèse à ciel, ostéosynthèse percutanée et notamment le méthode fracturale. Donc, pour l'ostéosynthèse par plaque, les avantages, donc une reconstruction anatomique, ça permet d'avoir la réduction la plus anatomique possible et une mobilisation précoce, comme pour l'important une complication neurovasculaire, surtout sur une voie d'abord pectorale, moindre sur donc une voie supérolatérale, si on respecte bien la hauteur de sécurité de l'incision par rapport au nerf axillaire et un débricolage avec migration de vis, surtout que c'est des fractures qui concernent le plus souvent un sujet âgé ostéoporotique. Pour le deuxième volet de traitement chirurgical, on va parler du traitement arthroplastique, où on peut citer les hémiarthroplastiques céphaliques, les prothèses totales anatomiques et les prothèses inversées de l'épaule. Donc, les myarthroplasties céphaliques et les prothèses anatomiques ont souvent des résultats prévisibles, soit de très bons résultats, soit des résultats médiocres. Euh, les résultats dépendent essentiellement de la qualité osseuse, de la qualité de la coiffe et surtout de la qualité du repositionnement des tubérosités qui est le principal facteur pronostic pour le résultat. En général, ce genre d'arthroplastie sont destinés aux sujets jeunes. Concernant la prothèse inversée de l'épaule, elle est souvent moins exigeante. Les résultats sont bons en permanence quand la technique est rigoureuse, bien sûr. Et pour ce genre de fracture, il faut toujours réinsérer les tuberosités. Pourquoi? Ça permet de rétablir donc, la continuité de la coiffe et avoir un meilleur résultat fonctionnel, notamment à l'amélioration du bras de l'épaule. Les indications du traitement chirurgical, donc pour les fractures, luxation, pour les splits de la tête quand il y a une marche d'escalier articulaire, pour les fractures isolées du tubercule majeur au tubercule mineur, donc un déplacement linéaire de plus de 1 cm. Pour les fractures du col chirurgical, on opère quand il y a une instabilité. On teste en opératoire. Si on teste, si on voit que le foyer bouge énormément, il faudra opérer. En cas de translation de plus de 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact entre la région proximale et la diaphyse, ou en cas de déplacement angulaire de plus de 45 degrés. Pour revenir aux indications du traitement chirurgical, le traitement chirurgical concerne les fractures luxation. Quand il y a une marche d'escalier articulaire dans les fractures de type split de la tête, en cas de déplacement linéaire de plus de 1%, de 1 cm, quand il s'agit de fractures isolées du tubercule majeur ou du tubercule mineur, pour les fractures du col chirurgical, je l'avais expliqué en cas d'instabilité du foyer, en cas de translation avec perte de contact entre les deux segments ou en cas de déplacement angulaire de plus de 45 degrés, en fait ça reprend les critères de NIR. En cas de varus postéromédial, l'indication surtout en fonction du déplacement linéaire des tubérosités de plus de 1 cm. Le traitement chirurgical est aussi indiqué en cas de varus ou déplacement angulaire de plus de 45 degrés. Concernant les fractures en valgus impactées, c'est les CT2, l'indication chirurgicale
est posé en cas de déplacement des tubérosités et au cas où la tête regarde en haut. Donc, pour résumer, je vous ai fait un petit donc un diagramme pour les indications. Donc, en cas de fracture de l'extrémité proximale de l'humérus, il faut faire un bilan radiologique on part des radiographies standard avec un scanner. En cas d'absence de déplacement, le traitement est souvent orthopédique. En cas de déplacement, c'est un traitement chirurgical. En fonction du risque de nécrose, en général, les fractures céphalotubérositaires type 2, plus ou moins type 3, le risque de nécrose est non important, donc elles sont donc sujets à une ostéosynthèse. Celle-ci se fera en fonction de la qualité osseuse. Il faut privilégier les emplois centromédulaires quand la qualité osseuse est très très précaire. Les ostéosynthèses par plaques sont surtout destinées aux sujets jeunes avec une qualité osseuse euh, bonne. En cas de risque d'ostéonécrose, le traitement est souvent arthroplastique. L'indication est en fonction de l'âge pour le choix de l'arthroplastie. En général, c'est un patient de moins de 65 ans. On privilégie les hémiarthroplasties et les prothèses anatomiques. C'est les sujets plus âgés avec une coiffe qui est déjà très très détérioré. On privilégie on privilégie les prothèses inversées de l'épaule. Je vous remercie. J'essaierai pour les prochaines sessions de traiter une question qui a été déjà posée dans l'examen. Je ferai la question sur les fractures de l'humérus proximal qui a été posée pour la session de 2020 qui a été reportée au mois d'avril 2021 pour vous montrer euh, comment aborder ce genre de sujet et comment répondre aux questions. Merci.